Il était une fois un jeune mangaka inconnu d'une petite ville rurale du Japon qui allait donner naissance à l'un des plus gros phénomènes manga de ces 10 dernières années. Avec Shingeki no Kyojin, traduit par l'attaque des titans, Hajime Isayama a fait vibrer toute une génération. Avec 140 millions d'exemplaires tirés, c'est 11e dans le classement des mangas les plus vendus. Dans cette vidéo, on va retracer son parcours de son enfance modeste jusqu'à la consécration internationale. On verra comment un petit garçon rêveur a créé un renouveau dans le manga avec une histoire de géant qui bouffe des hommes. Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se fait un mangaka un peu plus actuel, c'est celui qui a fait l'attaque des titans, Hajime Isayama. D'habitude je fais plus des anciens, mais SNK c'est dans le top 20 des mangas les plus vendus, ça a été un énorme phénomène, donc fallait absolument qu'on en parle. Et vous allez voir qu'il a atteint les sommets en super vif. Si vous kiffez le délire de la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Et sur ce, on est parti. Hajime Isayama naît le 29 août 1986 dans le village d'Oyama dans la préfecture d'Oita. La plus grosse ville à côté c'est Fukuoka qui est environ à 2 heures de route. Entouré de montagnes, Oyama c'est un environnement rural. Les gens y vivent principalement de l'agriculture comme la culture de prunes et d'wasabi. C'est un décor paisible mais isolé, donc du coup le jeune Isayama il va développer son imaginaire très tôt. Et ce sentiment d'isolement on le retrouvera plus tard dans ses œuvres. C'est un enfant plutôt discret qui développe très jeune une passion pour le manga et le dessin. Il baigne pas spécialement dans un milieu artistique. De ce que j'ai vu en faisant mes recherches, c'est que ses parents cultivaient des pruniers et du riz. Mais il y a des sources qui disent qu'il tenait un ryokan. Si quelqu'un a une information fiable, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Il y a quand même un élément artistique chez lui. C'est une reproduction d'une peinture de Kiyoshi Yamashita, qui est souvent surnommée le Van Gogh japonais. C'est une peinture qui le fascine et qui le fait flipper à la fois. Intitulée Kaiju, elle représente une scène de désolation où un monstre détruit tout. Kaiju, ça veut d'ailleurs dire bête étrange ou monstre mystérieux en japonais. C'est une image qui le marque profondément et qui nourrit des idées fantastiques dans son esprit. En plus de dévorer les animés, il est passionné de jeux vidéo. Dans les années 90, dans tous les foyers japonais, il y a des consoles comme la Super Nintendo ou la Play. Les titres emblématiques de cette époque, c'est Final Fantasy, Chrono Tiger ou encore Resident Evil. Comme beaucoup de jeunes de sa génération, il aime les grandes sagas d'action et de science-fiction. Les animés et mangas populaires de cette période, c'est des classiques comme Evangelion, Ghost in the Shell ou encore Akira. Mais la peinture Kaiju, elle est toujours dans un petit coin de sa tête. Et avec le temps, il va surtout être attiré par les récits d'horreur et d'étrange. Et ça tombe bien parce qu'à cette époque, il y a des films qui marquent le monde du cinéma d'horreur au Japon, comme par exemple Ring en 1998 et Ju-On en 2000. 2 films qui vont devenir cultes. C'est donc entre les montagnes et les champs, avec du manga et de l'horreur en toile de fond, que le petit Isayama il est rentré dans ses premières rêveries. C'est à partir du lycée qu'Isayama commence à prendre le dessin de manga au sérieux. Plutôt réservé, il préfère s'exprimer avec le crayon et il remplit des cahiers de ses esquisses. Il est plutôt du genre solitaire. Lui, ce qu'il aime, c'est s'évader avec la fiction. Il admire des auteurs comme Hayao Miyazaki et Hideaki Anno. Une des œuvres de Miyazaki qui l'a le plus marqué, c'est Le Château dans le ciel. Concernant Evangelion, Isayama prend carrément un choc visuel, les combats des mechas géants, ça l'a soufflé. Dans les références plus classiques, et comme Kaiju n'est jamais très loin, il a toujours aimé les films de Kaiju japonais classiques comme Gamera. Il cite d'ailleurs Gamera, The War of Gargantua, comme source d'inspiration pour les titans. Entre deux fictions, son petit truc c'est de regarder des combats de MMA et de catch professionnel. Il a même modelé certains titans sur des combattants réels. Mais on verra ça après. Malgré les apparences de garçon un peu timide et réservé, c'est un ambitieux. Il est déterminé à devenir mangaka professionnel, c'est décidé. Pour atteindre son objectif, il se dit qu'il devrait faire une école d'art ou de design. Je vous rappelle qu'il vient d'un milieu modeste, et en général étudier l'art c'est pas du tout un chemin traditionnel. Mais en voyant sa détermination, ses parents l'ont laissé tenter sa chance dans cette voie. À 18 ans, avec son portfolio sous le bras, il part étudier le design manga dans une école professionnelle à Fukuoka, la grande ville la plus proche. Au Kyushu Designer Gakuen, il suit un programme de design manga. Cette formation spécialisée lui donne des bases techniques du métier et surtout il commence à créer ses propres histoires. Dans cette école de design de Fukuoka, Hajime Isayama va faire quelques rencontres, notamment Saki Nakagawa, future autrice de l'Attaque des Titans Junior High, qui sera une parodie comique de l'Attaque des Titans. Ils sont pas dans la même promotion, mais ils ont une sensibilité artistique commune. En parallèle des cours, Isayama participe à des concours amateurs et se frotte au regard critique de ses profs et de ses camarades. C'est pendant cette période qu'il va développer une histoire sombre de survivants retranchés derrière des murs et qui essayent d'échapper à des géants anthropophages. Dès le départ, il vise le top et il envoie son premier jet à la Shueisha. Il rêve de se faire une place dans le Weekly Shonen Jump. Le one-shot Shingeki no Kyojin parvient jusqu'aux éditeurs du Weekly Shonen Jump. À l'époque, Hajime Isayama a 19 ans. Quand ils reçoivent son travail, les éditeurs voient du potentiel dans l'histoire, mais ils trouvent que le style graphique d'Isayama correspond pas aux standards calibrés. Ils lui demandent alors de lisser un peu le trait et le scénario, parce que c'est un peu trop violent, histoire que ça colle plus à leur esprit shonen. Isayama est pas du tout chaud, il veut absolument garder l'intégrité de son histoire et refuse de lisser son style. Plutôt que de dénaturer son travail, il va tenter sa chance ailleurs. Il se tourne alors vers la Kodansha plutôt que la Shueisha. À ce moment-là, la Kodansha prépare le lancement d'un nouveau mensuel, le Besatsu Shonen Magazine.
Isayama rencontre l'éditeur Shintaro Kawakubo qui va tout de suite kiffer son concept original. Il accepte son one-shot et plus tard Kawakubo deviendra son éditeur attitré tout au long de la série. Grâce à ce premier coup de pouce, en juillet 2006, Isayama remporte avec son histoire le prix Fine Work, destiné à repérer de nouveaux talents et organisé par la Kodansha. Avec cette distinction, il est lancé. Il a 20 ans, son diplôme d'art en poche, et il est plus motivé que jamais. Grisé par ce premier succès, il décide d'aller dans le cœur de l'industrie manga et de tenter l'aventure à Tokyo. En 2006, Isayama déménage donc à Tokyo pour poursuivre son rêve de devenir mangaka professionnel. Les débuts sont plutôt difficiles. À cette époque, il connaît personne à Tokyo, donc il se retrouve seul et sans réseau. Le seul contact qu'il a, c'est avec Shintaro Kawakubo, l'éditeur de Kodansha qui avait remarqué son travail. Il trouve un petit appartement et un job de nuit dans un cybercafé à Ikebukuro. La journée, il dessine autant qu'il peut et il peaufine le fameux one-shot qui lui a fait gagner le concours, Shingeki no Kyojin. Kawakubo, très rapidement, devient son interlocuteur privilégié. Un soir, pendant qu'il bosse au cybercafé, il y a un client un peu bourré qui vient l'agresser et l'attraper par le col. Pour ceux qui connaissent un peu le Japon, vous savez que c'est des événements assez rares là-bas. Isayama, ça va le choquer, parce qu'il a l'impression d'avoir presque un zombie en face de lui. C'est un être humain, et pourtant à ses yeux à ce moment-là, on dirait un monstre. Ça va beaucoup le faire cogiter. De cet événement, il va en tirer un thème central pour Shingeki no Kyojin. L'incompréhension entre êtres humains et jusqu'où ça peut mener. Je vous ai dit qu'il avait débarqué à Tokyo sans connaître personne, mais c'est pas tout à fait vrai. En 2006, quand il a gagné le concours, il a été repéré par un mangaka déjà un peu en place, Yuki Sato. Il est notamment connu pour ses œuvres Yokai Doctor et Sherlock Bones. Sato a vu tout le potentiel d'Isayama et il lui avait proposé de rejoindre sa team en tant qu'assistant. Isayama, qui a besoin de progresser, et sans doute sur les conseils de Kawakubo, il va accepter la proposition et aller bosser pour Sato. On ne sait pas exactement combien de temps la collaboration a duré, mais d'après ce que j'ai pu voir, ce serait à peu près un an. Pendant cette période, Isayama va améliorer son trait et son écriture. Mais surtout, il va apprendre la rigueur de travail et la cadence d'une publication sérialisée. En parallèle, il continue de peaufiner SNK et il rêve de le sérialiser. Pendant cette période d'apprentissage, il est happé par l'univers du jeu Muv Love Alternative. C'est un délire science-fiction fantasy avec du méca géant, des envahisseurs et évidemment l'humanité en extinction qui continue de s'embrouiller. Géants, conflits armés, envahisseurs, Isayama il commence à avoir tous les ingrédients. En 2008 et 2009, il arrive à publier deux one-shots, Earthbreak et Horse. Earthbreak 1, c'est un récit militaire et ça obtient une mention spéciale du Weekly Shonen Magazine. L'année suivante, il envoie Horse qui est aussi sélectionné au concours du même magazine. Comme vous avez pu remarquer, on a déjà des bases solides de SNK. Que ce soit Historia à droite ou Eren sous Titan à gauche, on voit bien qu'il jette les bases de ce que sera SNK. Avec ces deux one-shots, il affine encore son style et mine de rien, il installe un peu plus sa future pépite dans le paysage. Il est maintenant plus expérimenté, plus précis et il se sent prêt à tenter son gros coup. En septembre 2009, après des années de persévérance, le tout premier chapitre de l'attaque des Titans paraît enfin dans le Besatsu Shonen Magazine de la Kodansha. Isayama a revu l'intrigue et affiné son style grâce à tous les retours qu'il a eu ces dernières années. Le décor est posé. On est dans un monde médiéval saupoudré de technologie où les humains survivent derrière des murs immenses pour se protéger des titans. Les titans, c'est des espèces de monstres géants avec une apparence quasi humaine, sauf qu'ils bouffent tout et tout le monde. Personne ne sait d'où ils viennent et quel est leur objectif. Le personnage principal, Eren, va voir sa mère se faire bouffer devant lui et à partir de là, il va vouer une haine infinie envers les titans et se jurer de les éradiquer. C'est le point de départ du récit et Isayama nous met direct dans une ambiance oppressante et ultra violente. Même si les dessins sont pas encore au max de son niveau, ses traits bruts donnent encore plus d'authenticité et d'énergie. Tous ces éléments, ça va accrocher direct le public. C'est un shonen qui se démarque clairement des autres. C'est plus sombre et surtout c'est imprévisible. Dès le départ, Isayama élimine des persos importants pour faire comprendre au lecteur que tout peut aller très vite et que personne n'est en sécurité dans son histoire. Très rapidement, grâce au bouche à oreille, la série d'Isayama devient de plus en plus populaire. Les ventes des premiers tomes décollent, ce qui surprend tout le monde, et surtout les éditeurs. En 2011, 2 ans seulement après ses débuts, Shingeki no Kyojin remporte le 35e prix du manga Kodansha dans la catégorie shonen. C'est une des récompenses les plus prestigieuses du game. À ce moment-là, la série en est environ au tome 5. C'est une consécration pour Isayama qui a à peine 24 ans. Tout le monde salue l'originalité de l'histoire et le public est happé par le mystère qui entoure les titans. En 2013, le manga se classe 2e des ventes annuelles de manga au Japon avec presque 16 millions d'exemplaires vendus, juste derrière One Piece. La même année, son tirage cumulé est de 20 millions d'exemplaires en circulation, ce qui dépasse déjà celui de classiques comme Monster ou Katsai. Toujours en 2013, donc c'est une année de fou, il est nommé pour 2 prix légendaires, le manga Taisho et le prix Osamu Tezuka. Il les a pas gagnés, mais ça montre à quel point son œuvre est en train d'impacter le paysage manga et la reconnaissance de ses pairs dans le milieu. Presque du jour au lendemain, Isayama passe de jeune talent du manga à prodige du moment. Il a beaucoup de mal à réaliser ce qui lui arrive, étant donné qu'il passe son temps à travailler dans son studio. Comme vous savez, les mangaka en général, c'est des bourreaux de taf. Toute cette hype de 2013, c'est grâce à l'exposition mondiale que va créer l'anime.
En avril 2013, le premier épisode de l'Attaque des Titans est diffusé à la télé japonaise. L'adaptation est produite par le studio 8 et est réalisée par Tetsuro Araki. Tetsuro Araki, c'est un réalisateur qui a notamment travaillé sur Death Note avec le studio Madhouse. L'animation est super fluide et les épisodes sont fidèles au manga. Ça va toucher un public beaucoup plus large, que ce soit au Japon et à l'international. En seulement quelques semaines, ça devient un vrai phénomène. Les réseaux sociaux s'affolent, il y a des mèmes dans tous les sens, etc. Même Isayama est choqué de l'ampleur que ça a pris. Son style qui était critiqué à ses débuts prend une autre dimension avec l'animation. Ceux qui s'en sont occupés, le studio 8, c'est les mêmes qui ont fait Vinland Saga. D'ailleurs, petite parenthèse, Vinland Saga c'est ma dernière grosse start, il y a moyen que je vous en parle très prochainement. Isayama est pas mal engagé dans le processus d'adaptation, et il redécouvre même certains de ses personnages en les voyant à l'écran, notamment Eren qui kiffe de plus en plus grâce au doublage. Il profite aussi de l'anime pour améliorer quelques éléments comme l'équipement tridimensionnel. Hormis le rythme et les combats impressionnants, ce qui captive le public dans l'Attaque des Titans, c'est les thématiques universelles qu'Isayama développe. C'est une histoire de lutte pour la liberté face à la peur et à l'oppression. Les humains qui vivent prisonniers de leurs propres murs, c'est une inspiration directe de son enfance. Lui qui se sentait parfois isolé dans sa campagne et qui rêvait d'explorer le monde. Au départ, le récit est centré autour de la confrontation entre humains et titans. Mais rapidement, Isayama brouille les pistes avec des secrets d'État et des trahisons politiques. Si ça se trouve, l'ennemi vient de l'intérieur. Cette histoire parle de gens vivant enfermés, menacés par l'arrivée de titans. Une situation qui pourrait se produire à n'importe quelle époque, dans n'importe quel pays. C'est pour ça que chacun peut s'identifier au personnage. C'est ce qu'il dit pour expliquer l'impact universel de son œuvre. Avec tous ces thèmes, le manga a une dimension quasi philosophique, en plus d'offrir du bon divertissement. Pour façonner son univers, Isayama s'inspire de plein de références. On avait vu en début de vidéo le tableau Kaiju qui l'avait traumatisé enfant. Mais il y a aussi le travail d'Hideaki Anno avec Evangelion, ou encore le jeu Muv-Luv qui l'a happé par son univers. Il puise aussi dans la mythologie scandinave avec par exemple Ymir, le nom du titan originel qui vient de légende viking, ou encore du comic Watchmen qui l'a inspiré pour créer Levi en se basant sur la personnalité de Rorschach. Isayama, qui est fan de catch, d'arts martiaux et de MMA, va s'en inspirer pour ses scènes de combat, mais aussi pour créer des personnages. Le titan assaillant d'Eren s'est inspiré du combattant de l'UFC Yushin Okami, et le titan cuirassé de Reiner s'inspire du catcheur Brock Lesnar. Au fur et à mesure, on voit l'évolution notable du style d'Isayama. Dans ses premiers chapitres, les proportions sont approximatives et le trait est hésitant. Il a conscience de ses lacunes et il travaille d'arrache-pied pour s'améliorer. Dans les périodes les plus chargées, il a jusqu'à 4 assistants. Il en profite pour peaufiner son trait, mais il veut pas non plus perdre sa fougue. Vers le milieu de la série, on voit que son coup de crayon est de plus en plus fin. Les visages sont plus expressifs, les décors plus détaillés et surtout les scènes d'action sont plus lisibles. Selon Isayama, vaut mieux un style imparfait mais mémorable qu'un dessin lisse qui a pas d'âme. C'est pour ça qu'il va privilégier l'impact émotionnel à la perfection technique. Côté narration, il prend aussi en assurance. Fini la trame linéaire des premiers tomes et place à une histoire de plus en plus complexe. Il enchaîne le retournement de situation et les révélations pour maintenir un vrai suspense. Avec toutes ces améliorations, il va convaincre même les plus réticents et se faire une place à côté des mangaka incontournables. Exporté dans des dizaines de pays, l'anime devient viral. C'est d'abord diffusé par Crunchyroll dès 2013, suivi par Funimation. Et ça l'a rendu encore plus populaire quand c'est arrivé sur Netflix. Des États-Unis à l'Asie, en passant par l'Europe, tout le monde a la ref. Forcément, les ventes de mangas explosent, jusqu'à la rupture de stock. En avril 2014, la série dépasse le cap des 30 millions d'exemplaires vendus, puis celui des 50 millions en 2015. C'est juste autant que Senseiya et GTO. En 2015, le New York Times classe plusieurs volumes de SNK en tête de liste des best-sellers de romans graphiques. Il y a d'autres œuvres qui ont figuré en tête de cette liste, comme Naruto et One Punch Man par exemple. La même année, il y a un premier film qui sort et qui génère quand même 30 millions de dollars. Il y a aussi un deuxième film, mais qui va moins bien marcher. Isayama sait plus où donner de la tête. Il est reconnaissant et il reste humble face à l'ampleur du phénomène. Il prend conscience qu'il vient de lâcher une dinguerie. Comme la plupart des mangakas, c'est un homme discret. Donc il va participer à quelques événements à l'étranger, mais il n'est pas du genre à partir en grosse tournée. Chaque année, il y a de nouveaux caps qui se franchissent. En 2017, on est déjà à 70 millions d'exemplaires vendus, pour finalement se poser à 140 millions en 2021. C'est énorme, je sais pas si vous captez. C'est dans le top 20 des mangas les plus vendus au monde. C'est carrément juste devant Bleach. On est 8 ans après la première publication et c'est devenu un classique, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Isayama aurait jamais imaginé arriver à ce stade quelques années plus tôt. Tout est allé super vite. Avec ce succès, forcément, il va être récompensé. Il avait remporté le prix Kodansha en 2011, mais il va aussi avoir des prix à l'international. En 2014, il gagne le prix Harvey. C'est une des distinctions les plus prestigieuses de la BD américaine. Katsuhiro Otomo l'avait aussi gagné pour Akira. La même année en Italie, il gagne le prix Micheluzzi de la meilleure série adaptée. C'est un prix qu'avait gagné par exemple Naoki Urasawa avec Monster et Pluto. Et je parle même pas des classements des top mangas de la décennie où il figure. Mais la distinction qui le touche le plus, c'est celle de sa ville natale de Ita, où il est nommé ambassadeur culturel et touristique pour avoir fait rayonner la ville. Voir son travail reconnu chez lui, c'est la plus belle revanche. Avec toutes ces distinctions, Isayama devient vraiment un mangaka installé dans le game.
Avec ce succès, la Kodansha se frotte les mains et il voit une opportunité d'étendre l'univers de l'œuvre. Il y a donc plein de séries dérivées et adaptations en tout genre qui vont voir le jour. Par exemple, de 2013 à 2019 sort Before the Fall, qui est un préquel qui se passe des décennies avant l'histoire principale. C'est scénarisé par Ryo Sukukaze et illustré par Satoshi Shiki. Entre 2013 et 2014, il y a un autre spin-off notable. C'est No Regrets, une œuvre en 2 parties sur la jeunesse de Levi. C'est écrit par Gunsnark et illustré par Hikaru Suruga. Dans un autre genre, il y a aussi des romans illustrés comme Lost Girls, écrit par Hiroshi Seko, qui met le focus sur des persos secondaires comme Mikasa ou Annie. En 2015, Isayama va retrouver sa pote de l'école d'art de Fukuoka, Saki Nakagawa, qui sera en charge de l'attaque des titans Junior High. C'est un spin-off humoristique. De manière générale, Isayama a supervisé les différents projets pour s'assurer de la cohérence globale. En 2014, il se fait même un kiff en travaillant sur un crossover avec Marvel. Dans cette histoire, les titans se retrouvent face à des super-héros comme Spider-Man. Ça s'appelle Attack on Avengers et c'est publié dans le magazine Brutus. Isayama est en charge du scénario et côté Marvel, c'est Gerardo Sandoval qui réalise les dessins. Autant dire que les fans sont gâtés et ont toujours de quoi bouffer entre 2 chapitres de SNK. Là, on vient de parler des spin-offs et adaptations papier. Mais évidemment, il y a aussi l'animé et les films. On l'a déjà vu, l'animé, c'est ce qui a vraiment propulsé le manga au sommet. C'est diffusé de 2013 à 2023 sur 90 épisodes. Et ça a converti énormément de gens au manga en général. En parallèle, il y a plusieurs films d'animation qui sortent, de 2014 à 2020, et qui condensent les épisodes de l'animé pour en faire une version plus cinématographique. En 2014, en 2015, en 2018 et en 2020. Comme vous pouvez imaginer, on peut aussi retrouver des films en live action sortis en 2015. Ils sont globalement fidèles à l'univers SNK, mais avec quelques ajouts et modifications à la version originale. Pour le coup, je trouve que c'est pas trop mal foutu. Isayama n'a pas participé directement à la prod, mais il a donné son approbation au concept. Quand il a vu le résultat, il a été assez surpris par la liberté qui a été prise dans le scénario, mais au final, il a validé et il a trouvé ça plutôt cool. Côté gaming, on peut compter sur plusieurs jeux pour se faire des combats en tridimensionnel. Sur DS en 2013, sur Play Xbox et PC en 2016, et même une suite en 2018. SNK, c'est devenu une vraie franchise, et ça occupe tous les terrains, même les parcs d'attractions. Au Japon, on peut par exemple tester le Attack on Titan XR Ride à Universal Studios Japan, qui est une montagne russe virtuelle où tu es immergé dans l'univers SNK. Isayama kiffe voir tout cet engouement, et c'est une vraie récompense pour lui de voir des fans se réapproprier son univers. Je vous épargne tous les débats et analyses qu'ont suscité l'œuvre, parce qu'on s'en sortirait pas. Entre ceux qui voient une métaphore de la peur des dérives autoritaires et ceux qui font des parallèles avec la géopolitique contemporaine, on y passerait des heures. Il y en a aussi qui comparent SNK à Game of Thrones, notamment des critiques du magazine Voltaire, désolé pour la prononciation, qui font des parallèles sur les retournements de situation et les dilemmes moraux. Je l'ai dit tout à l'heure, SNK ça a clairement démocratisé le manga à un nouveau public. Je l'ai constaté moi-même autour de moi, SNK ça a été la porte d'entrée vers le manga de beaucoup de gens. D'abord une première vague au moment de la sortie de l'anime autour de 2013 et une deuxième vague en 2020 pendant le Covid. C'est sans doute aussi pour ça que beaucoup considèrent SNK comme la meilleure œuvre pour eux, c'est comme un premier amour. Pour ceux qui étaient déjà un peu dans le manga, j'imagine que ça a été plutôt un vent de fraîcheur. Avec un ton plus mature et sombre qu'un shonen classique, l'œuvre d'Isayama a rassemblé un public large, ce qui a rendu son succès massif et par la même occasion démocratiser le manga encore un peu plus. Comme d'habitude, quand il s'agit de manga, la France est au rendez-vous. Publié par Pika à partir de 2013, SNK atteint rapidement les meilleures ventes de manga. En 2021, c'est même dans le top des meilleures ventes de livres en France. Le volume 1 se vend à plus de 163 000 exemplaires cette année-là. Pour vous donner une idée, c'est des volumes de vente qui rivalisent avec One Piece, My Hero Academia, Demon Slayer et Naruto. Fin 2020, au moment de la diffusion de la saison finale de l'anime, les ventes des tomes papier sont multipliées par 4 en l'espace de quelques semaines. Ça oblige carrément Pika à lancer en urgence des réimpressions massives pour satisfaire la demande. Au même moment, la plateforme Wakanim, qui diffuse les nouveaux épisodes, connaît sa plus grosse panne depuis des années. Pendant 2 heures, le site reste inaccessible. Je vous laisse imaginer l'état des fans. Sur les réseaux sociaux français, chaque épisode devient un sujet. Et le nom Eren Jaeger est top tendance Twitter régulièrement. C'est un vrai raz-de-marée. Au total, on estime qu'en 2021, SNK aurait été écoulé à environ 3,5 millions de tomes en France. Et en 2023, le nombre s'élève à 8,4 millions d'exemplaires. Depuis 2013, on peut dire que l'attaque des titans a amené un nouvel âge d'or du manga en France. Comme je l'ai déjà dit, Isayama c'est une personne discrète, et malgré la grosse notoriété des SNK, il évite de s'exposer et il préfère communiquer à travers son blog où il partage un tas d'anecdotes. D'ailleurs je vous l'ai mis en lien dans la description. Il reste quand même très attentif aux critiques. J'essaye de tout lire, y compris les avis sévères, et de m'en servir pour améliorer le manga. En 2013, alors que SNK passe un cap de popularité, son blog est pris pour cible par des haters. Et ça va très loin, jusqu'aux menaces de mort. En fait, certains internautes aux idées un peu extrêmes lui reprochent des références historiques qu'ils auraient perçues dans le manga. Il y a aussi quelques nationalistes qui lui reprochent d'avoir basé le général Pixis sur une figure de l'armée impériale japonaise. Il est étonné par cette vague de haine et il va temporairement fermer son blog. Malgré tout, il reste philosophe et essaie de voir que le positif, étant donné que la plupart des interactions avec ses fans restent bienveillantes.
Après plus de 10 ans de publication, SNK se dirige vers la fin. Isayama commence à ressentir une grosse pression sur ses épaules. La communauté de fans est énorme et tout le monde a de grosses attentes sur le dénouement. Dans une interview en 2021, il exprime carrément des doutes sur sa capacité à faire une bonne fin. J'ai vraiment pensé que tout le monde serait heureux avec cette fin. J'étais présomptueux. Je m'excuse auprès de ceux qui m'ont soutenu jusqu'au bout mais se sont sentis déçus par la fin. Plus il approche des derniers chapitres et plus il doute. Pour l'accompagner, il va demander de l'aide à ses éditeurs, notamment Shintaro Kawakubo qui l'aide à affiner les derniers chapitres. Pendant l'écriture de ces derniers chapitres, Isayama multiplie les heures de travail, retravaille certaines planches plusieurs fois et dort très peu. Il reconnaît après coup que certaines scènes, notamment les dialogues entre Armin et Eren, n'ont pas été aussi clairs qu'il l'aurait souhaité. Plus il approche de la fin et plus il s'identifie à ses personnages, et en particulier à Eren. À la fin, le protagoniste Eren doit activer un pouvoir titanesque. C'est un peu comme moi, j'ai dû prendre mes responsabilités d'auteur alors que mon histoire prenait une importance extrême. Le contexte est aussi particulier. On est en plein Covid et tout le monde est cloîtré chez soi. Pour Isayama, il y a un parallèle évident avec ses personnages cloîtrés derrière un mur. En 2022, à sa première apparition publique aux États-Unis à Anime NYC, Isayama partage encore ses doutes sur la fin de son œuvre. Je suis même pas sûr d'avoir réussi et je lutte encore avec ce point. Je suis vraiment désolé à ce sujet. Après 139 chapitres et 34 volumes, SNK arrive enfin à son terme. Vous en faites pas, je vais pas vous spoiler ici. Les réactions des fans, elles fusent de partout. Évidemment, il y a ceux qui ont kiffé et qui trouvent que la fin est cohérente, et d'autres qui accusent carrément Isayama d'avoir bâclé le travail. C'est la guerre sur les réseaux. Isayama, il encaisse, et pour apaiser un peu le tumulte, il publie quelques pages additionnelles dans le dernier volume pour apporter des précisions. Il n'est pas totalement satisfait non plus, et en interview, il avoue qu'il a toujours des doutes sur la fin. Il dit même que certaines décisions narratives lui font mal quand il y pense. Après la publication du chapitre final, il prend ses distances pour se ressourcer, tout en continuant de chercher les différents retours. 1 an et demi après la fin de ce manga, il fait une apparition très remarquée lors de la convention Anime NYC à New York. Devant tous les fans venus pour le saluer, il décide de mettre les pieds dans le plat en abordant le sujet de la fin de SNK. Un peu intimidé et ému, il déclare alors « J'ai encore des doutes sur la façon dont tout s'est terminé et j'en souffre encore. Je suis désolé. » Tout le monde dans la salle est touché et se lève pour l'ovationner. C'est une pluie d'applaudissements. Isayama, ça le touche de voir ça. Il prend le micro et il déclare « Merci beaucoup, j'essaye de ne pas pleurer. » Il est soulagé de recevoir autant d'amour de ses fans. Ça lui retire un énorme poids de ses épaules. Il peut maintenant être en paix avec son final et passer à autre chose. C'est ce qui fait aussi que les fans de SNK sont aussi engagés. La sincérité de l'auteur, son humilité et sa proximité avec eux, ça crée un lien fort entre eux. En 2023, pour sa première visite en Europe, Isayama est l'invité d'honneur du Festival de la BD d'Angoulême. Pour l'occasion, une expo intitulée L'attaque des titans de l'ombre à la lumière est organisée. On y retrouve des planches originales, des illustrations et des documents de travail inédits. Isayama reçoit aussi un fauve d'or spécial pour l'ensemble de sa carrière et l'influence de son œuvre. Parmi les mangaka qui ont reçu ce prix, on peut notamment citer Junji Ito. Pour les fans français, la présence d'Isayama, c'est l'événement de l'année, et c'est l'occasion pour lui d'exprimer toute sa gratitude. Le Festival d'Angoulême, c'est un des plus prestigieux événements de BD au monde, c'est une vraie consécration pour Isayama, qui devient un auteur majeur de la BD mondiale. Donc voilà, en un peu plus de 10 ans, Isayama est passé d'assistant prometteur à mangaka reconnu à l'international. C'est exceptionnel. Je vais être très honnête avec vous, SNK c'est un très bon manga, mais ça m'a pas subjugué non plus. Et franchement, j'ai été même surpris de tout l'engouement qu'il y a eu autour. Carrément, je me suis dit que j'avais loupé un truc, mais en la regardant, en fait, je me suis aperçu que c'était juste pas ma sensibilité. De toute façon, c'est les chiffres qui parlent. En plus de ça, ça a ramené beaucoup de nouvelles têtes dans le manga, donc tant mieux, et gros respect au travail d'Isayama. Malgré toute cette notoriété, Isayama reste un homme simple et humble. Quand il est invité à Angoulême et qu'on le présente comme une star, il répond simplement « je suis pas une rockstar », limite un peu gêné. Sur scène, il est toujours un peu réservé et ceux qui l'ont approché le décrivent comme quelqu'un de doux et d'introverti. Il aime les choses simples, se détendre dans un onsen ou faire des soirées gaming entre potes. Il est marié depuis 2018 et il préserve l'identité de sa famille. Pour éviter de taffer dans une ambiance trop sérieuse, il préfère discuter de trucs légers avec ses assistants plutôt que de parler de SNK. C'est un gars authentique et vraiment modeste, ce qui le rend attachant auprès de ses fans. Après la fin de SNK et sa tournée internationale, Isayama décide de reprendre du temps pour lui. Il a passé plus de 10 ans plongé dans son œuvre et il a besoin de souffler. Il reste loin des médias et il en profite pour voyager et passer du temps avec ses proches. Dans une interview, quand on lui demande ce qu'il compte faire après, il surprend tout le monde en parlant d'un projet de ryokan. Les ryokan, c'est des auberges traditionnelles japonaises où il y a des bains chauds qu'on appelle des onsen. Ça montre aussi à quel point il est épuisé par les 10 dernières années. Tout le monde se demande ce qu'il fera après. Est-ce qu'il va nous lâcher une nouvelle longue série, enchaîner les petits one-shots ou même s'arrêter là? Il répond à ces questions en 2025 avec, attention c'est un nom compliqué, Showaru Otoko to Ai no Teori.
C'est un manga sur les dérives de l'IA. C'est un one-shot sorti dans le Besatsu Shonen Magazine et c'est un projet un peu spécial. C'est né d'un projet multimédia qui s'appelle Soyogi Fractal pour fêter les 20 ans de carrière de Yuki Kaji, le doubleur d'Eren. Dans ce projet, il y a par exemple une app de chat vocal IA créée à partir de la voix de Yuki Kaji. Pour ceux qui sont curieux, je vous ai mis le lien en description. Et c'est à partir de ce personnage que va se construire ce manga. Donc Yuki Kaji arrive avec le concept de base, Isayama se charge du storyboard et de la couverture, et pour le dessin c'est confié à Noshigami Kai. Isayama avait déjà d'autres envies dès 2014, quand il a envoyé le one-shot de Killing Pawn, un délire à la Hikaru no Go, mais en mode shogi. Isayama est en charge du scénario, et au dessin c'est Ryoji Minagawa qui est connu pour ARMS. D'ailleurs ARMS c'est un des mangas préférés d'Isayama, donc c'est un accomplissement supplémentaire. Avec tous ces projets, on sent qu'Isayama il a encore de la créativité à revendre, mais on voit aussi qu'il n'a pas forcément envie de se remettre dans un tunnel. Il a plutôt l'air de tendre vers l'écriture de scénario, la conception de storyboard, et laisser le dessin aux autres. À peine 40 ans, Isayama a déjà lâché un classique. Avec SNK, il a donné un nouveau souffle au shonen dark fantasy. Il y a plusieurs mangaka de la nouvelle génération qui le citent comme une source d'inspiration. Par exemple Tatsuya Endo qui a fait Spy Family et Muneyuki Kaneshiro, les créateurs de Blue Lock. Les deux ont été ses assistants sur SNK. L'adaptation animée a aussi monté le niveau du game. Ça a élevé les standards de production et poussé d'autres séries à soigner leur réalisation. L'Attaque des Titans a marqué toute une génération. Ça a suscité des vocations, des débats et des réflexions. En plus de ça, l'œuvre est toujours dispo sur Netflix qui amène chaque jour de nouveaux adeptes. Qu'on apprécie ou pas, l'œuvre de Hajime Isayama est aujourd'hui considérée comme un classique moderne du manga. Hajime Isayama, c'est l'archétype du rêveur qui est devenu une légende. Il est parti d'un village isolé avec un rêve qui semblait inaccessible, et grâce à son imagination et des années de travail, il a donné naissance à l'un des mangas les plus marquants de ces 10 dernières années. Avec sa noirceur et sa profondeur thématique, l'œuvre a donné un second souffle au shonen et touché un public mondial. Isayama a montré qu'en s'éloignant des codes classiques, on pouvait quand même conquérir les lecteurs de tout genre. Au-delà des millions de ventes, ça a laissé une vraie empreinte sur la culture populaire. À 38 ans, c'est un auteur admiré, respecté, mais qui reste humble. Il a encore devant lui plein de pages blanches à remplir, que ce soit dans le manga ou ailleurs. Voilà pour Hajime Isayama, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. C'est quand même très rare de voir une aussi grosse ascension en l'espace de 10 ans. L'équipe, je tenais aussi à vous remercier parce qu'on vient de passer le cap des 2000 abonnés et ça fait super plaisir. Encore merci pour le soutien et la force et ça me donne vraiment envie de continuer à vous régaler. Si c'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.